abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Avez-vous déjà remarqué les défauts bizarres et les curiosités cachées dans les films des Chevaliers du Zodiaque? Des armures aux personnages qui ne devraient pas être là? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les films les plus classiques de la franchise et révéler les plus grandes erreurs d'animation, les incohérences scénaristiques et les détails que seuls les fans les plus attentifs ont remarqués dans les films des Chevaliers du Zodiaque. Aujourd'hui, je vous apporte 27 curiosités sur les films des Chevaliers du Zodiaque. Cliquez déjà sur M, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Curiosité numéro 1. Les 7 films des Chevaliers du Zodiaque. Toute l'œuvre des Chevaliers du Zodiaque possède un total de 7 films officiels. Ce sont Les Chevaliers du Zodiaque, Eris, la légende de la pomme d'or ou O Santo Guerrero, un film de 1987 où les Chevaliers d'Athéna affrontent Eris et les Chevaliers fantômes. Les Chevaliers du Zodiaque, La guerre des dieux, un film de 1988 où les Chevaliers de bronze affrontent Derbal et les guerriers divins d'Asgard. Le troisième est La légende des jeunes écarlates ou Defensores de Athena, le premier long métrage de la série sorti en 1988 au Japon. Dans ce film, les chevaliers affrontent le dieu Abel aux côtés des chevaliers de la couronne solaire. Le quatrième film est Lucifer, le dieu des enfers ou Os Guerreros do Armageddon de 1989. Dans celui-ci, les chevaliers de bronze luttent contre Lucifer et les anges de la mort. Le cinquième film est aussi le deuxième long métrage de la série. Il s'agit de Les Chevaliers du Zodiaque, Tenkei Hen Joso ou Prologo du Cheo. Sorti en 2004, dans cette histoire, les chevaliers d'Athéna affrontent la déesse Artémis et son frère Apollon, mentionné comme Abel, frère dans le texte original, mais Apollon dans le film, je traduis littéralement le texte, son frère Abel, en plus de lutter contre les anges de la lune. Le sixième film ne sort que 10 ans plus tard, il s'agit de La légende du sanctuaire de 2014. Le troisième long métrage de la série a été entièrement réalisé en 3D et est un reboot de l'histoire originale. Le septième et dernier film sorti jusqu'à présent s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque, le commencement. Ce film est sorti en 2023 et est un live-action qui raconte d'une manière différente le début de la saga. Curiosité numéro 2. La haute popularité des Chevaliers du Zodiaque. Maintenant que nous nous sommes remémorés tous les films des Chevaliers du Zodiaque, je vais commencer à vous montrer quelques curiosités. En raison de la haute popularité de la série au Japon et dans le reste du monde, 4 films basés sur Saint Seiya sont sortis au cinéma entre 1987 et 1989, alors que la série télévisée originale était encore en cours de diffusion dans son pays d'origine. Les intrigues de ces films n'obéissent pas à la chronologie des histoires du manga ou de l'anime, et par conséquent, on ne sait pas à quel point exact les événements des films se produisent. Le cinquième film, appelé Prologo do Céu, chapitre du ciel ouverture, est sorti en 2004, initialement destiné à initier une suite du manga qui est devenue par la suite la saga Next Dimension. Cette saga, bien qu'elle reprenne certains personnages du film, a une histoire totalement différente, étant la suite canonique après la saga Hades. Les 2 premiers films d'animation ont reçu une sortie en salle en France, où, à l'époque, les Chevaliers du Zodiaque étaient au sommet de leur popularité. Ces films n'ont jamais été sortis aux États-Unis jusqu'à ce qu'il soit annoncé par Discotek Media en 2012 qu'ils avaient acquis les droits des 4 premiers films dans un coffret de 2 disques. Là-bas, les DVD ont été sortis contenant la piste audio originale en japonais avec des sous-titres en anglais. Curiosité numéro 03. Quelle est la chronologie du film Eris, la légende de la pomme d'or au Santo Guerrero? Le premier film de 1987 a été lancé de manière indépendante, ne suivant pas la chronologie de l'anime ou du manga. Ce fut la première histoire spéciale des Chevaliers du Zodiaque. Le court-métrage raconte l'histoire de la déesse Eris qui s'incarne dans la gêne Eri et kidnappe Saori Kido pour prendre ses pouvoirs en utilisant sa pomme d'Ori. Les Chevaliers de bronze vont au sanctuaire Guéris pour la secourir. Dans le sanctuaire, des combats ont lieu contre des chevaliers d'Athéna traîtres qui ont ressuscité maintenant en tant que fantômes d'Eris.
Oui les amis, les chevaliers Dieguer d'Orio, Maïa de la Flèche, Orphée de la Harpe, Christ de la Croix du Sud et Jean de l'Écu sont d'anciens chevaliers d'Athéna qui sont morts dans le passé. Ce sont des chevaliers d'argent qui ont été ressuscités par Eris et ont trahi Athéna. Quelque chose qui va arriver quelquefois durant l'histoire des chevaliers du Zodiaque. Tout comme beaucoup d'animes du Japon, le premier film d'une série porte seulement le nom de la série, donc le nom de ce film est simplement Senseiya dans l'original. Cependant, au Brésil, il a été réadapté en Cavaleiro do Zodiaco au Santo Guerreiro et au Portugal, il s'appelle A Lenda da Massa de Ouro, la légende de la pomme d'or. Ce film se placerait entre la bataille contre les chevaliers d'argent et la lutte dans les 12 maisons du Zodiaque. Mais nous savons que c'est une tentative de chronologie très forcée d'essayer d'insérer ce film dans l'histoire, puisque dans la saga originale, Athéna et ses chevaliers n'auraient pas le temps d'affronter un autre ennemi à cette époque, en plus du Grand Pop Saga. De plus, le film est sorti le même jour que l'épisode La crise d'Athéna. C'est-à-dire qu'après ce film, l'arc de la bataille des 12 maisons a commencé. Curiosité numéro 04. La dualité entre Seiya de Pégase et Maïa de la Flèche. Dans ce film, Seiya a affronté Maïa car leurs noms sont opposés. Seiya étant la flèche du bien et Maïa la flèche du mal. Ce sont là quelques-unes des significations de leurs noms. Nous savons que les deux personnages utilisent des flèches pour se battre. Maïa s'en attaque qui sont les flèches empoisonnées. Dans ce coup, Maïa tire une pluie de flèches qui au début ne sont que des illusions, mais ensuite il matérialise de vraies flèches qui sont remplies d'un poison mortel. S'il est touché par l'une d'elles, l'ennemi perd tous ses 5 sens. Et Seiya tire la flèche d'or du Sagittaire, étant l'arme principale pour vaincre Eris dans ce film et détruire la pomme dorée. Curiosité numéro 05. La contrepartie de Shiryu et des Chevaliers de Bronze. Dans ce même film, Shiryu affronte Yan, car tous deux possèdent un puissant bouclier. Yan voulait prouver que le bouclier de son armure d'argent était plus puissant que le bouclier de bronze du dragon. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages se ressemblent beaucoup, possédant de longs cheveux noirs. Dans ce film, les méchants ressemblent beaucoup aux protagonistes. Outre Yan et Shiryu qui ont une ressemblance évidente, le visage de Maïa ressemble aussi beaucoup à celui de Seiya. Cependant, leurs couleurs de cheveux et d'yeux sont totalement différentes. Orphée possède aussi une grande ressemblance avec Shun, et Dieguer d'Orion ressemble beaucoup à Ikki, y compris dans la posture et le casque de l'armure. Christ, pour sa part, ne ressemble pas tant à Yoga, mais son visage rappelle beaucoup le spectre à l'amande du Wyvern, qui à cette époque n'avait pas encore été créé. C'est pourquoi Christ de la Croix du Sud a pu être une inspiration pour Kurumada, pour crever Radamande. En plus du fait qu'Orphée de la Harpe fut d'une inspiration pour l'apparition d'Orphée de la Lyre dans la saga Hadaès. Curiosité numéro 06. La bataille chrétienne. Dans ce film, Hyōga affronte Christ du fait que le chevalier du cygne est chrétien. Hyōga représente la croix du Nord, celle-ci étant le rosaire que sa mère lui a donné, en plus bien sûr d'être l'un des noms de la constellation du cygne. Pendant ce temps, Christ représente la constellation opposée, la croix du Sud, en plus bien sûr de son nom faisant référence à Jésus-Christ. Curiosité numéro 07. Le premier dieu que les chevaliers de bronze ont affronté. Nous savons que dans la saga classique, phase sanctuaire, les chevaliers de bronze affrontent les chevaliers noirs, ceux d'argent et aussi d'or. C'est pourquoi quand ce film est sorti, Iris fut la première déesse que les chevaliers ont affrontée, puisque même Poséidon n'était pas encore apparu. Le film a aussi été basé sur la mythologie grecque, tout comme la série, et ils ont décidé de mettre un dieu rival pour Athéna, c'est-à-dire de sexe féminin. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre Eris comme rivale parfaite. Et comme à l'époque, les chevaliers venaient d'affronter les chevaliers d'argent, ils ont décidé de mettre des rivaux du même niveau, étant les chevaliers fantômes, qui étaient à l'origine des chevaliers d'argent. Cependant, Iris a été vaincue facilement car elle était aussi faible qu'Athéna et elle n'avait pas le pouvoir de renvoyer le coup des mortels, une capacité commune des autres dieux présentée ultérieurement. Cela montre aussi que le concept de dieu créé par Kurumada n'avait pas encore été défini à l'époque. Curiosité numéro 08.
l'influence du film d'Eris. Ce film a beaucoup inspiré la saga Santia Show, une saga centrée sur les guerrières de l'armée d'Athéna qui affrontent une autre version de la déesse Iris. Bien que ce film soit considéré par beaucoup comme le 3e pire film de la série par la critique, il a tout de même été la base pour la création de la saga Santia Show. Dans cette saga, nous voyons des éléments comme la pomme dorée d'Eris, en plus des chevaliers fantômes et l'un d'eux étant le chevalier de la constellation d'Orion qui sert aussi Eris. Dans cette saga, nous rencontrons Eden d'Orion qui serait d'une certaine manière le successeur de Jaeger et nous rencontrons aussi Kyoko qui est la nouvelle incarnation de la déesse. Curiosité numéro 9. Le premier film à succès. Le premier film des Chevaliers du Zodiaque à avoir du succès fut La Guerre des Dieux, A Grande Battaglia dos Deis. Le deuxième film de la série Les Chevaliers du Zodiaque est sorti en 1988, étant réalisé par un nouveau réalisateur, Shigeasu Yamauchi. Celui-ci étant un réalisateur très aimé des fans, puisque son travail sur la saga des Chevaliers du Zodiaque a toujours été impressionnant. Outre le film qui se passe à Asgard, Yamauchi a aussi réalisé le film d'Abel, le film Tenkaen, Prologo de Ciel, en plus de toute la saga Hades Phase Sanctuaire, ces projets étant les meilleures animations des Chevaliers du Zodiaque. Curiosité numéro 11. Le changement de couleur sur les robes divines. Durant la bande-annonce de ce film, il est possible de noter que les robes utilisées par Loki, Hul et Midgard étaient d'autres couleurs. Hyuga, qui est devenu Midgard, n'avait pas une robe de couleur orange, mais celui qui avait une armure ainsi était Hul. Ultérieurement, tout cela a été modifié et le film est sorti avec les couleurs que nous connaissons. C'est quelque chose qui arrive couramment dans les animes, où les couleurs du début de la production sont repensées et finissent par changer au cours du projet d'animation. Curiosité numéro 11. Les personnages créés par Kurumada dans le film d'Asgard. L'auteur original, Masami Kurumada, a dessiné le visuel de certains personnages de ce film. Ce sont Durble, Durval, qui est le représentant d'Odin et chef des guerriers divins, Loki, qui est le guerrier divin le plus fidèle à Derbal, Frey et Freya, qui sont les frères et sœurs qui aident Athéna et les chevaliers. Il est bon de rappeler que tant l'apparence de Frey que de Freya a été réutilisée dans le manga original, où Kurumada raconte l'histoire des guerriers bleus. Dans cette saga, les personnages Alexei et Natasha, qui sont frères et sœurs, ont la même apparence que Frey et Freya. Curiosité numéro 12. Les erreurs du film d'Asgard. Comme ce fut l'un des films les plus populaires du Chevalier du Zodiaque, il a fini par servir de base pour la création de la saga d'Asgard. Cependant, dans une scène, nous trouvons une erreur de ce film, où seule la moitié du corps d'Hul a été dessiné. C'est une erreur d'animation qui existe dans le film, quand les guerriers divins bloquent le passage des chevaliers de bronze. Seule la moitié du corps d'Hul apparaît. Probablement, le cadrage de la scène aurait dû être différent, et c'est pour cela que l'erreur a fini par apparaître. Mais ce n'est pas quelque chose qui gâche l'expérience en regardant ce film. Curiosité numéro 13. L'ascension de la mythologie nordique. Peut-être, à cause du nouveau réalisateur, le film a été inspiré de la mythologie nordique, s'éloignant un peu de la mythologie grecque. Et comme Hyuga est né en Russie et a fait son entraînement en Sibérie, il a une grande participation dans cette histoire des terres glacées. C'est quelque chose de similaire à ce qui se passe dans l'histoire des guerriers bleus du manga, et aussi dans la saga d'Asgard de l'anime. Nous savons que dans ce film, il subit un lavage de cerveau et devient un ennemi d'Athéna temporairement, devenant ainsi Midgard. Selon le magazine Jump Gold Collection, l'idée originale pour Midgard était que ce serait un personnage totalement nouveau. Cependant, son visuel n'a pas été écarté et son visage a été utilisé sur Hagen de Merak dans la saga d'Asgard. Et nous savons que dans cette saga, Hagen finit par avoir une dure bataille contre Hyuga. Curiosité numéro 14. Le deuxième plus gros box-office des films classiques des chevaliers. La légende des jeunes écarlates, A Lenda dos Jovenska Mézin, aussi connu sous le nom de La légende des défenseurs d'Athéna, fut le troisième film de Chevalier du Zodiaque, sorti le 23 juillet de l'année 1988. Le film a eu un grand succès, aussi bien au Japon qu'au Brésil, étant le deuxième plus gros box-office, dépassé seulement par Tenkaihen, Prologue do Céu.
Ce fut le premier long métrage de la série, sorti durant la saga d'Asgard dans l'anime. C'est pourquoi il est possible de comprendre que ce film se passe entre la bataille des 12 maisons et la saga d'Asgard. Curiosité numéro 15. Les armures d'or apparaissent. Ce film anticipe des événements qui ne viendraient à surgir que dans la saga Poséidon. Par exemple, Hyuga et Shiri portant les armures d'or, quelque chose de totalement inédit qui n'était pas encore arrivé, puisque seul Seiya avait porté l'armure du Sagittaire dans l'anime et dans les films précédents. Il anticipe aussi des événements de la saga Hadès, montrant la résurrection des Chevaliers d'Or qui luttent aux côtés d'Abel. Cependant, cette idée avait aussi déjà été réalisée dans le film d'Eris, avec les Chevaliers d'Argent du passé. Ce film a eu l'histoire fortement inspirée de la saga Poséidon, comme le fait de montrer la même motivation qu'un dieu a pour détruire le monde. Un autre événement qui serait ensuite utilisé dans la saga Hadès est le départ d'Athéna, en tant qu'humain, vers les enfers. Mais le cosmos d'Abel l'a choisi pour aller aux Champs-Élysées, car les dieux choisissent qui va là-bas, montrant que le cosmos d'Abel a toutes les couleurs du soleil. Curiosité numéro 16. L'origine d'Abel. Contrairement à ce qui a été dit dans le magazine ROI, qui est sorti au Brésil dans les années 1990, Abel n'a aucun lien avec le personnage de la mythologie babylonienne. Il est un personnage inventé spécialement pour le film, inspiré de récits de mythologie qui disaient que Zeus aurait un fils qui le surpasserait, s'il le sait, Zeus étant obligé d'empêcher la naissance d'un tel fils. Quelque chose qui arrive quand le dieu avale sa première épouse, celle-ci étant Métis, la déesse de la prudence et de l'astuce. Elle était une des Titanides, fille d'Océan et des Thétis. Zeus l'a avalée quand elle était enceinte, car elle craignait que son fils ne détrône, comme le disait la prophétie. Cependant, de cet acte est née Athéna, qui a surgi de la tête de Zeus déjà adulte et armée selon la mythologie. Dans Saint Seiya, ils ont utilisé cette histoire pour créer Abel, le puissant frère d'Athéna. Curiosité numéro 17. L'erreur des armures d'or. Quand Masque de Mort affronte Shiryu dans ce film, il dit que son armure d'or ne va pas l'abandonner cette fois, puisqu'il recevait l'influence du cosmos d'Abel. Cependant, nous devons nous rappeler, quand Abel attaque Athéna, les chevaliers d'or, Camus du Verseau et Shura du Capricorne se rebellent. Ils affrontent les chevaliers de la couronne solaire, qui finissent par vaincre les chevaliers d'or et détruire les armures dorées. Pourtant, à la fin du film, Hyuga porte l'armure du Verseau qui est complètement intacte. Ceci étant un possible trou de scénario. Puisque l'armure de Camus a été détruite, elle devrait au moins montrer les dommages de la bataille précédente. Cependant, beaucoup théorisent que les armures utilisées par les chevaliers d'or ressuscités par Abel seraient des répliques, ce qui est quelque chose d'un peu douteux, puisqu'il n'est rien mentionné de cela dans l'intrigue du film. Mais vous, croyez-vous que les renégats d'Abel utilisaient des répliques d'armure d'or, ou est-ce que ce fut juste un trou de scénario? Commentez pour que je sache. Curiosité numéro 18. Les chevaliers de la couronne solaire. Saviez-vous que les serviteurs d'Abel sont en réalité des chevaliers d'Athéna? Atlas, Jao et Bérénice, Bérang, sont ceux qui ont été choisis parmi les 88 chevaliers pour protéger le dieu Abel. L'armure qu'ils portent est l'armure de la couronne solaire, accordée par le dieu Abel lui-même. Cependant, ils n'appartiennent à aucune des classes de chevaliers, soit bronze, argent ou or, déterminées par le sanctuaire. Ainsi, il est théorisé qu'en réalité, leurs armures faisaient partie de la classe de 4 armures spéciales qui existent dans l'armée d'Athéna, la 4e armure étant celle du Serpentaire. Toutefois, dans d'autres sagas officielles comme la Gigantomachie et la saga The Lost Canvas, nous finissons par revoir les armures des chevaliers d'or de la couronne solaire, et certaines d'entre elles finissent par faire partie du rang bronze ou argent. Curiosité numéro 19. La bataille contre le roi de l'enfer. Le film appelé Lucifer, le dieu des enfers, Os Guerrilleros do Armageddon, ou Les Chevaliers du Zodiaque, la bataille finale, est le 4e film de l'anime de la série Les Chevaliers du Zodiaque. Le réalisateur de ce film fut Masayuki Aekei. Cette fois, l'histoire laisse de côté ses contextes mythologiques habituels pour tourner autour du christianisme. Ce fut le film le plus polémique de la série, à tel point qu'une des scènes a été coupée pour avoir montré une Bible en train de brûler. Curiosité numéro 20. Le premier film qui terminerait l'histoire des Chevaliers du Zodiaque. Contrairement au film précédent, qui ne s'insérait pas dans la chronologie de la série, le film de Lucifer s'insère parfaitement après la saga Poséidon. Il se passe après les confrontations avec Poséidon, Eris et Abel, étant donné que Lucifer n'a pu retourner sur Terre qu'avec l'effort des esprits des 3 dieux déjà vaincus par les Chevaliers d'Athéna. Il a été fait pour terminer la série animée de Saint Seiya à l'époque, et c'est pour cela qu'il réunissait des ennemis passés.
puisque l'anime des Chevaliers du Zodiaque avait déjà été finalisé et que la saga Hadès ne serait pas lancée en anime. Le projet de l'animation d'Hadès ne revenant que plus de 10 ans après la fin de la saga Poséidon. Curiosité numéro 21. Les erreurs du film de Lucifer. Ce film possède plusieurs erreurs concernant l'histoire canonique. Par exemple, les cornes du casque de l'armure du taureau sont intactes quand Aldébaran est vaincu par les anges de la mort, alors que Seiya de Pégase a coupé l'une des 2 cornes du taureau durant la bataille des 12 maisons, et Aldébaran n'a jamais voulu que Mur répare le dommage. Poséidon est aussi montré comme l'un des dieux morts qui revient pour se venger d'Athéna et des chevaliers, quelque chose de totalement incohérent étant donné que l'âme de Poséidon avait été scellée dans l'amphore d'Athéna après sa défaite. Plus tard, ce dernier reviendrait dans la saga Hadès, prêtant une brémette au chevalier de bronze. Mais comme ce film devait être la fin de l'anime à cette époque-là, il a réuni les dieux précédemment vaincus, à savoir Abel, Eris et Poséidon, avec la thématique que tous les méchants attaquent à la fin. Et la statue d'Athéna est aussi plus grande que l'original dans ce film. Curiosité numéro 22. Le lien entre Lucifer et Hadès. En raison du thème sombre du film, une grande partie de la bande originale a été utilisée dans la saga Hadès, comme le thème de Lucifer, qui est devenu connu comme le thème d'Hadès lui-même. Le thème de Lucifer est Child of Dawn, et quand la statue d'Athéna cite Lucifer, la musique joue et elle dit qu'il est le fils de l'aube, ceci étant une traduction du nom de la musique. Ce fut un film très critiqué pour la sous-estimation des Chevaliers d'Or qui ont été vaincus avec une extrême facilité par les mains des anges de la mort. Et nous savons que dans la saga Hadès, les Chevaliers d'Or renégats et les spectres attaquent aussi le sanctuaire, luttant contre les mêmes Chevaliers d'Or qui sont tués dans ce film. Curiosité numéro 23. Le dernier film de la saga classique. Tenkaihen, aussi connu sous le nom d'Ouverture du ciel, est le 5e film de la série. Il a été diffusé le 14 février 2004 au Japon. Ce film a un focus plus adulte, tant dans le vocabulaire que dans l'intrigue, visant à accompagner l'âge des fans qui ont grandi et sont devenus adultes. Il a été produit par la Toei Animation sous la supervision de Masami Kuromada. Le film devait être le premier d'une trilogie qui raconterait la saga du ciel, se déroulant après la saga Hadès de l'œuvre originale. Cependant, Kuromada, le créateur de la série, n'a pas été satisfait du résultat final, annulant le projet des 2 films suivants et décidant de créer une nouvelle saga du ciel dans son manga, celle-ci étant la saga Next Dimension. Le film a été réalisé par Shigeyasu Yamauchi, qui, après l'annulation de ce projet, n'a plus jamais travaillé avec les Chevaliers du Zodiaque. Curiosité numéro 24. La grande promotion de Tenkaihen, Prologo de sel. On spécule que le coût de production de ce film a atteint 500 millions de yens. L'avant-première du film a eu lieu quelques jours avant la sortie dans les cinémas japonais. La version diffusée lors de cette avant-première n'était pas la version finale du film, c'est-à-dire que c'était une version encore inachevée et sans toutes les scènes. Les fans qui sont allés voir le film les premiers jours de sortie au Japon ont gagné en cadeau un livre illustré, une petite chaîne avec le symbole de Pégase et un calendrier à thème du film. Dans les cinémas, il était aussi possible d'acheter des cartes spéciales, des posters et des figurines de la ligne Moving Soldier, semblable à la ligne Gashapon, mais avec les chevaliers de bronze utilisant des armures reluisant comme de l'or. Pour promouvoir le film, la Toei Animation a répandu des affiches et des panneaux publicitaires dans plusieurs villes au Japon, en plus de panneaux dans les métros japonais. Curiosité numéro 25. La rivalité entre Seiya de Pégase et Thomas d'Ikar. Toru Furua, l'ancien doubleur japonais de Seiya, a été jaloux du fait que le personnage de Thomas d'Ikar ait une très grande participation dans l'histoire. Le fait en devient curieux car Seiya est le chevalier de bronze qui participe le plus à ce film. Imaginez comment ont dû sentir les doubleurs des autres chevaliers de bronze, principalement les doubleurs de Yoga et Shiryu qui apparaissent à peine dans ce film. Curiosité numéro 26. Le partenariat entre Shingo Araki et Shigeyasu Yamauchi. Shingo Araki, le dessinateur principal du film, et Shigeyasu Yamauchi, qui est le réalisateur, durant la production du film, ont échangé beaucoup d'informations via fax. Comme ils avaient besoin d'approuver ensemble les images et le trait de certains personnages, et qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour cela, la seule solution trouvée fut bien d'utiliser le fax. Sachant que Shigeyasu Yamauchi est rigoureux par rapport à ses productions et qu'il cherche toujours la perfection dans son travail, son partenariat avec le légendaire dessinateur Shingo Araki a résulté en un film avec un art et une animation extrêmement beaux.
d'actu comme cela s'est passé dans leurs autres travaux ensemble, à savoir la saga Hades phase Sanctuaire, le film d'Abel et le film de Derbal. Actuellement, Yamauchi a 72 ans. Et malheureusement, Shingo Araki nous a quittés en 2011 quand il avait 72 ans. Curiosité numéro 27. La vérité sur le plan du meilleur réalisateur de Senseiya. Le réalisateur Shigeyasu Yamauchi voulait que la Bandai commercialise les clochettes de Thomas Dicard et Marin de l'Aigle, cependant elles n'ont pas été commercialisées. Probablement qu'il visait les profits que le film pourrait générer, en plus du box-office et des DVD qui seraient vendus. La durée du film est de 83 minutes, pourtant il devait avoir une durée d'approximativement 120 minutes. Ainsi, nous avons perdu 40 minutes de matériel qui pourrait compléter l'histoire et la laisser plus élaborée pour le public de l'époque. À cause du manque de temps, il n'a pas été possible de conclure le film de la manière désirée et peut-être pour cela, l'acceptation du film à l'époque n'a pas été celle espérée. Masami Kurumada n'a pas été très satisfait du résultat final et en est arrivé à licencier le réalisateur Shigeyasu Yamauchi après la sortie. Cependant, aujourd'hui, en analysant ces films, nous savons que c'est vraiment un chef-d'œuvre qui aurait beaucoup de valeur s'il avait complété sa trilogie. Peut-être que si le plan de Yamauchi avec un film de 2 heures avait été conclu, nous aurions eu le meilleur développement dans les batailles de Shiryu et Hyuga contre l'ange Odysseus, en plus de pouvoir mieux expliquer la fin du film, laissant une accroche pour la suite. Mais vous avez aimé les curiosités? Commentez pour que je sache et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, ciao, on est ensemble et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.